Si en fait tu n'es pas capable d'aller incarner ce qu'est la boîte au quotidien, on sait que tu vas pas la faire avancer. On ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne cherche pas à avoir des valeurs qui vont parler à 100% de la population. Les valeurs, ça peut être franchement des bullshit values affichées sur les murs. On est très content, on les célèbre, mais finalement ça veut rien dire. C'est intangible de parler de la culture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un ensemble d'éléments qui vont être à la fois endogènes et exogènes et qui vont permettre de dire ok, mais comment on fonctionne au quotidien. Et pour moi, la culture, c'est la rencontre de ce que représente la boîte à un instant T et ce que vous avez au cœur de vos tripes et qui vont venir du coup se rencontrer. Salut, je m'appelle Alexandre Lingue et je suis cofondateur et CEO de Tudigo. Chez Tudigo, on sélectionne des boîtes ambitieuses qui ont envie de croître et on permet à tout le monde d'investir dans ces entreprises. Quand on sélectionne une boîte, c'est surtout de sélectionner ses people. On est persuadé qu'en fait, il n'y a pas de performance sans talent. Le but de ces conversations, c'est d'explorer comment l'humain va être aux clés de la performance pour aider les entrepreneurs à scaler leur entreprise et les investisseurs à reconnaître les entreprises qui ont mis le talent au cœur de leur performance. Et aujourd'hui, je suis rejoint par Wendy. Salut Wendy. Salut Alex. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, avec plaisir. Donc je suis Chief People Officer chez Tudigo aujourd'hui. Et avant ça, j'ai commencé par 8 ans chez L'Oréal, où j'avais en fait 3 focus, le talent management, la performance et l'intégration de nouvelles marques. C'était la DRH? Ouais, exactement. Okay. Et suite à ça, du coup, j'ai rejoint Back Market. Donc là, vraiment dans un environnement beaucoup plus scale-up. L'idée étant d'accompagner justement ce scale avec une forte dimension talent acquisition et notamment aux côtés des fondateurs. Donc la boîte du CAC 40 et puis la licorne. Ouais, exactement. Okay. Pour finalement rejoindre Tudigo aujourd'hui. Bah, et on est très content. Aujourd'hui, on va se parler de culture. Ok. Si t'en es d'accord. Avec plaisir. C'est un sujet que j'aime beaucoup, donc ouais. J'ai envie de parler de la culture parce que lorsque tu es arrivé chez Tudigo, tu nous as dit la culture, c'est clé, c'est hyper important. Alors, beaucoup d'entrepreneurs en fait pensent que la culture, c'est un truc bullshit. Beaucoup d'employés aussi, d'ailleurs. Tu l'imagines sous la forme de grosses fêtes, d'une belle déco et puis d'un baby-foot. Est-ce que tu peux nous définir déjà qu'est-ce que c'est la culture? C'est une grande question. Effectivement, je te rejoins. On reviendra sur le sujet des valeurs et comment ça peut être considéré comme bullshit. Si on se parle vraiment de la définition de la culture, le premier élément qui me vient, c'est... bon, je vais commencer par citer Ben Horowitz, qui pour le coup est un entrepreneur qui notamment investit dans le capital risque, qui te dit en fait que... Un des fondateurs de PayPal. Ouais, exactement. Yes. Et qui te dit en fait what you do is who you are dans la définition de la culture, qui va venir chercher finalement le fait que la culture c'est un tout et qu'en fait on y met derrière des croyances, des comportements et que finalement ça préexiste potentiellement au fait que tu décrives ta culture. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas une définition précise, c'est assez intangible de parler de la culture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un ensemble d'éléments qui vont être à la fois endogènes et exogènes et qui vont permettre de dire ok, mais comment on fonctionne au quotidien. Endogène et exogène, qu'est-ce que tu peux préciser? Ouais, deux éléments. La première partie, c'est comment est-ce qu'au quotidien tu travailles, comment est-ce que tu t'exprimes, comment est-ce que tu prends des décisions. Ça, c'est la partie de la culture qui est inhérente à la boîte. Très concrètement, quand j'arrive chez Tudigo hier, avant même que je pose la question des valeurs, ça existe et ça existe même avant même que vous les définissiez. On pourrait prendre l'analogie d'une famille, par exemple, où finalement les règles de la famille, elles sont implicites, intangibles, mais la famille a tendance à fonctionner d'une certaine manière et ça, c'est une partie de la culture. C'est pareil dans une entreprise. Quand j'arrive chez Tudigo, vous avez une manière de décider, une manière de vous exprimer, une manière de juste trancher, d'avancer qui vous est propre. Donc ça, c'est vraiment la partie qui est endogène et vraiment intégrée dans la boîte. Tu nous avais parlé typiquement là-dessus à l'époque d'Amazon, qui en termes avait une culture très très forte et notamment dans la prise de décision. Complètement. Tu peux nous donner des exemples justement parce que c'était assez frappant. Ouais, complètement. En fait, chez Amazon, là où je pense qu'ils ont vraiment été très forts, c'est que, et on va y revenir, mais c'est que leurs valeurs, au-delà juste d'être des mots, parce que tu le disais juste avant, les valeurs, ça peut être franchement des bullshit values affichées sur les murs. On est très content, on les célèbre, mais finalement, ça veut rien dire. Ce que Amazon a vraiment réussi, c'est intégrer ces valeurs dans la boîte de telle sorte à ce que, en plein meeting, finalement, tu es en train de discuter, peu importe, d'un sujet random, et là, tu en as un autour de la table qui dit « Attendez, là, en fait, c'est pas, peu importe, minimum resources, maximum impact, guys, on a besoin de prendre une décision, donc en fait, on se rappelle de notre valeur, et cette valeur nous permet de trancher dans un sens ou dans un autre. » Je trouve précisément là, en l'occurrence, que la valeur a du sens. Typiquement, chez Amazon, il y a option A, option B, et en fait, ils vont se poser la question, dans la culture, il y a la valeur minimum resource, maximum impact, donc en gros, frugalité, un peu ça l'idée. Mais ils ont aussi frugalité d'ailleurs. Ah ouais, d'accord, c'est une autre. Donc en fait, c'est maximisation rapport impact-effort. Exactement. Et c'est l'option qui représente le mieux cette valeur-là qui l'emporte. Exactement. Okay. Et c'est là où ça prend tout son sens, parce que finalement, la valeur n'a que de sens si, encore une fois, elle vient
définir les interactions que tu as au quotidien dans la boîte. Encore une fois, ces interactions, elles préexistent au fait aussi qu'on les écrive, mais elles viennent se renforcer au quotidien. Donc ça, c'est vraiment la première partie que je vais appeler la partie endogène. Ok, donc la culture sur la brique endogène, c'est les valeurs. C'est les valeurs, c'est encore une fois la façon de s'exprimer, et effectivement, la meilleure représentation, c'est les valeurs. Ok, et exogène? Exogène, là, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN, dans le cœur, dans la force des fondateurs de la boîte, ce en quoi ils croient vraiment. Donc là, pour illustrer, quand j'arrive chez Tudigo, je pense que c'est le meilleur exemple. Vous avez déjà travaillé les valeurs avec la boîte, vous avez fait un séminaire, si je ne dis pas de bêtises, 1 an ou 1 an et demi avant, où vous êtes tous réunis et vous vous êtes dit, qu'est-ce qui nous représente? Là, tu vois, typiquement, je suis en train d'illustrer ce que je disais sur le côté endogène tout à l'heure. Vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on bosse au quotidien, l'OS endogène. Ce qui va venir s'ajouter, selon moi, c'est en quoi vous croyez. En quoi vous croyez, vous deux, donc Stéphane et toi, les deux cofondateurs de la boîte, qui vont finalement aussi aller créer l'ADN de Tudigo. Et pour moi, la culture, c'est la rencontre des deux. C'est la rencontre de ce que représente la boîte à un instant T quand on se pose la question. Et je pense qu'il faut se poser la question très vite. Est-ce que vous avez au cœur de vos tripes et qui vont venir du coup se rencontrer? Et c'est comme ça que nous, on est venu ajouter, quand je suis arrivée, la frugalité, la transparence, qui ressortait énormément dans des valeurs fortes, qui sont fortes chez nous, chez Tudigo, mais qu'on va aussi chercher chez nos investisseurs. Dans le côté frugalité, héroïste, etc. Donc c'est aussi un reflet du business. Et du coup, c'est la rencontre des deux qui va faire que là, on commence à se parler de culture. Une culture qui évolue à travers le temps d'ailleurs. Ok. Tu peux donner l'exemple de cette culture chez le grand groupe, et puis après je te demanderai justement chez la scale-up type back market, pour un peu qu'est-ce qui diffère finalement entre, parce que j'imagine que quand tu as une boîte, peut-être à des étapes de développement différents, sur des détails complètement différentes, avec pas du tout les mêmes dynamiques, tu vas avoir des différences culturelles assez fortes. Très fort. Ouais, c'est un très bon point. Typiquement, je pense à L'Oréal. Alors déjà, L'Oréal, back market, et du coup maintenant j'imagine Tudigo aussi, j'espère, c'est vraiment des boîtes qui ont une culture d'entreprise extrêmement forte, ce qui les rend, et je pense que c'est important avant de rentrer dans l'exemple, ce qui les rend potentiellement clivantes. Et moi je pense que c'est un élément hyper fort de la culture. La culture est clivante par définition. Donc on ne cherche pas à réunir tout le monde, on ne cherche pas à mettre tout le monde d'accord, on cherche à faire en sorte que ta culture elle soit vraiment représentative de ce que t'es, à nouveau, des équipes et un miroir du business. Donne-nous un exemple, parce que tu m'avais donné un exemple avec des valeurs, et à l'époque on avait une valeur qui était la bienveillance. Et tu nous as dit… c'est une bullshit value. C'est bullshit, elle sert à rien cette valeur. Bien sûr. Pourquoi? Parce que, comme je te le disais, elle est pas clivante. À quel moment tu rencontres quelqu'un ou qui est intéressé par une boîte à qui tu dis la bienveillance, ça te dit comme valeur? Non, pas trop. Tout le monde est d'accord avec la bienveillance, donc c'est absolument évident que ça ne vient rien définir. Et tu vas pas être une boîte qui s'affiche comme malveillante. Exactement. Et d'ailleurs, c'est le principe de la bullshit value, et là aussi Ben Horowitz, il en parle. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends ta valeur et que tu la retournes et qu'elle ne fait aucun sens, alors elle ne te définit pas. Donc là, tu définirais juste une dimension générique qui plaît à tout le monde. Et on y reviendra, j'imagine, mais ces valeurs, elles viennent dicter la façon dont tu recrutes, la façon dont tu travailles, la façon dont tu analyses la performance au quotidien. Donc sinon, ta valeur, c'est la bienveillance. Bon, pas sûr que tu définisses beaucoup de choses de clivant. Donc une valeur forte, une culture forte pour moi, c'est une culture qui est clivante. C'est marrant parce que du coup, si tu fais ça, tu vas forcément écarter pas mal de monde. Et je pense que c'est fine, je pense que c'est OK. L'objectif, c'est évidemment pas d'aller écarter du monde, mais c'est de se dire, tu vois, comme quand on le fait en recrutement, et on l'a beaucoup fait là, ces derniers mois avec Tudigo, c'est aussi un travail que j'ai fait chez Back Market, et c'est un travail qui a été largement travaillé chez L'Oréal aussi, pour reprendre le fil de la culture dans les 3 boîtes. La culture, ses valeurs, c'est ce dont tu vas te servir en grande partie pour aller chercher des candidats qui vont venir ensuite devenir des ambassadeurs de ta boîte et de ta culture et construire l'aventure avec toi demain. On ne cherche pas à plaire à tout le monde. Et c'est pour ça que je te disais que les valeurs, selon moi, elles sont clivantes. On ne cherche pas à avoir des valeurs qui vont parler à 100% de la population. On cherche à aller chercher les talents qui, demain, vont s'épanouir chez Tudigo, hier chez Back Market, avant-hier chez L'Oréal. Et donc, on va aller chercher ce match. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis, tu sais, quand on introduit notre culture fit en entretien, c'est déjà l'entretien, c'est dans les deux sens. Mais ensuite, nous, on va aller chercher des personnes qui vont s'épanouir chez nous et que nous, on va réussir à aller projeter dans la boîte. Donc, typiquement, on peut se prendre un exemple. Et c'était vrai aussi chez Back Market, parce que là, je pense qu'il y a un côté start-up, scale-up. Typiquement, si tu es face à un candidat qui te dit moi, j'ai vraiment besoin d'un cadre extrêmement clair, qui ne soit pas mouvant, qui pas rigide, mais où finalement la structure est très importante, parce que c'est comme ça que je me reconnais, c'est dans cet environnement que je me sens confiant et que j'arrive à avancer. Bon, tu es à peu près certain que ça va pas fonctionner chez Tudigo demain. Et donc, c'est pas que la personne est moins bien ou que Tudigo est mieux, absolument pas. La question, c'est, en fait, nous, on est par définition dans un voie qui bouge énormément. D'ailleurs, on se veut très agile, et donc on va aller tester des choses, on va aller se challenger, on va aller, tu vois, c'est un peu notre valeur aussi de dépassement de soi, on va sortir de nos zones de confort, on va aller découvrir des nouvelles choses. Si les personnes sont plutôt à l'aise dans un environnement qui est un
poil plus conservateur ou plus sobre, de fait, elle ne va pas s'épanouir chez nous. Donc on a zéro intérêt à aller attirer des personnes qui ne vont pas s'épanouir chez nous, et derrière, elles n'ont pas d'intérêt à le faire non plus. Est-ce que la culture doit rester constante dans le temps ou est-ce qu'une culture, finalement, ça vit? C'est une grande question. Moi, à titre personnel, je pense que ça vit. Je suis assez certaine que ça vit, parce qu'en fait, ça vient retoucher ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la définition de la culture avec ses éléments un peu endogènes et exogènes. Ta boîte, elle évolue. Et en fait, une start-up, ça passe par différentes phases, puis ça devient une scale-up, puis un grand groupe. Donc, moi, ma conviction, c'est que tu as des fondamentaux très forts au cœur de ta boîte, et ces fondamentaux, ils vont rester. Mais au fur et à mesure de ton évolution, finalement, tu vas grandir, la boîte va s'épanouir, donc tu as envie à la fois de rester très rattaché à ton ADN et en même temps d'être capable de dire mais en fait guys hier on était 20 puis demain on est 200 et demain 400 et donc qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui a changé dans nos façons de fonctionner et donc potentiellement tu vois nous on a la frugalité et je pense tu vois typiquement c'est une valeur qui peut durer dans le temps elle est aujourd'hui on est 70 chez Tudigo chez Amazon ils sont probablement voilà quelques dizaines de milliers et ils ont toujours la frugalité donc on peut se dire gardons cet ADN de start-up parce qu'on a envie et on pense que c'est dans notre ADN. À l'inverse, il y a des valeurs qui vont faire moins sens. Je sais pas, par exemple la transparence. À quel point on arrive à maintenir une transparence quand on est 70 versus quand on est 100 000 et question mark. En vrai, j'ai pas la réponse, mais ce dont je suis certaine, c'est qu'il faudra se poser la question. Tu es hyper connecté à tout l'écosystème des scale-up françaises, des licornes, etc. Quelle est Et puis bon, tu as une grosse culture, HR, culture, notamment même américaine. Hein, tu parles de Ben Horowitz, tu parles d'Amazon. C'est quoi la valeur la plus clivante ou une des valeurs les plus clivantes que tu aies pu voir et qui représente vraiment ce que c'est une bonne valeur? Franchement, je pense qu'on vient de s'en parler. Une des valeurs les plus fortes et clivantes, c'est justement la frugalité, je pense. C'est une qui me ressort vraiment. Pourquoi? D'ailleurs, on le voit chez Tudigo. Le premier élément qui me vient, c'est la définition que tu mets derrière frugalité. En fait, pourquoi c'est clivant? Parce que, par définition, quand on rejoint une boîte ou qu'on est collaborateur, on se dit dans la frugalité, qu'est-ce qu'on met derrière? On est un peu radin, on va économiser les ressources. En vrai, c'est pas ça. Tu vois, là, je reviens vraiment sur le pourquoi c'est clivant et pourquoi on s'y retrouve ou pas. Ce qu'on a mis derrière frugalité, et franchement, ce qu'a mis aussi Amazon et franchement un certain nombre de boîtes, c'est cette approche héroïste, cette approche investissement. Plus que jamais, nous, ça fait sens chez Tudigo parce que c'est même au cœur de notre business. D'ailleurs, j'en ai pas parlé jusque-là, mais pour moi, la culture, ça doit aussi être un reflet du business. Nous, d'ailleurs, la frugalité, c'est un des critères d'investissement. Une boîte effectivement, moi, je vois très bien en comité quand on analyse les boîtes et qu'on voit effectivement qu'elle n'a pas cette approche héroïste, que lorsqu'elle investit 1 euro, elle n'en sort pas 10, on n'investit pas. Bien sûr. Je suis pas étonnée. Et en fait, encore une fois, c'est aussi parce que la connotation qui est derrière frugalité, c'est cette notion de radinerie ou d'économie qui peut ressortir. Et ça, typiquement, ça ne plaît pas. Exactement. Ça ne plaît pas, c'est clivant. Et les gens se disent non, en fait, ils vont économiser et puis ils vont potentiellement pas vouloir recruter, je ne vais pas avoir les moyens. Pas du tout. En fait, c'est une valeur absolument clé. Et je pense que tout bon entrepreneur, et on est bien placé pour le savoir chez Tudigo, tout bon entrepreneur te dit que sans cette dynamique de frugalité, de ROI ou de smart money, c'est une autre façon de l'exprimer aussi, en fait, on n'avance juste pas. Donc, c'est beaucoup plus facile de se dire, en fait, on va pousser l'esprit d'équipe, qui est aussi une valeur chez nous, beaucoup plus facile d'aller pousser ça, que de se dire, nous, en fait, on assume d'être frugal et héroïste, parce que derrière chaque action, en fait, ce qu'on met aussi derrière héroïste, c'est la notion impact effort, dont on se parle régulièrement au quotidien. Comment est-ce que tu fais en sorte de maximiser ton impact à chaque fois que tu te lances dans un projet, etc. Donc ça, c'est clivant, mais selon moi, c'est absolument clé. Et ce que je trouve génial, c'est comment tu peux faire évoluer cette valeur au fil du temps. Parce que plus fait, plus t'es gros, plus c'est difficile. À l'inverse, donne-moi une valeur bullshit. Alors on s'en parlait un petit peu tout à l'heure, mais ça pourrait être bienveillance, kindness, esprit d'équipe. Typiquement, cet esprit d'équipe, c'est une valeur qu'on trouve dans beaucoup de boîtes. D'ailleurs, on l'a nous chez Tudigo, mais bon, on va pas en parler. Mais... on l'a aussi. En fait, ça peut être à la fois une valeur bullshit dans le sens où qui ne va pas être d'accord avec l'esprit d'équipe, on va pas leur dire soyez très individualiste, c'est génial, j'ai très envie d'aller dans cette boîte. On est à peu près sûr que ça ne parle pas. À l'inverse, typiquement, on aurait le teamwork chez Conto, par exemple. Où là, comment est-ce que tu donnes du sens à cette valeur? En fait, cette valeur, tu la prends, et là, on a vraiment dans la définition de la culture, les principes, les grandes valeurs. Chez Conto, typiquement, ils vont aller pousser ce côté teamwork, aussi dans la façon dont ils ont transcrit les process, dans la façon dont ils bossent au quotidien, dans la façon dont ils vont prendre des décisions. Donc ça veut dire être capable typiquement de se réunir en collectif et de se dire en fait très bien, pour ce genre de décision, on sait qu'on va se réunir autour de la table et y aller. Donc ça se transcrit très concrètement. Pareil sur la rémunération. Sur la rémunération, est-ce qu'on va pousser des éléments de variables collectifs? Est-ce qu'on va pousser de l'intéressement? Est-ce qu'on va pousser des BSPCE? Derrière ces valeurs, encore une fois, il faut être capable d'aller mettre du tangible. Et c'est ce que font les petites boîtes quand les grandes boîtes. Franchement, j'ai cité Conto, on le faisait aussi chez L'Oréal, c'est d'aller transcrire ces valeurs-là. Tu as un exemple de valeur justement chez L'Oréal et typiquement de valeur grand groupe
qu'on ne trouve pas dans une scale-up? C'est une bonne question. Alors, il peut y en avoir plusieurs. La première qui me vient à l'esprit, je trouve qui est assez propre à L'Oréal. Alors tu vas me dire, ça pourrait être une valeur un peu bullshit aussi, mais ce côté excellence ou attention aux détails. Pourquoi je prends celle-là? Parce qu'en fait, chez L'Oréal, c'est une valeur très forte pour nous. Et là, tu vas me dire, ouais, mais qui n'a pas envie d'être dans l'excellence? Ah non, parce que moi j'ai fait un stage chez L'Oréal et c'était un cauchemar. L'attention aux détails chez L'Oréal, c'est un autre level. Et voilà, et donc en fait, exactement, et effectivement, quand on a bossé chez L'Oréal et qu'on a entendu du faire et défaire pour mieux refaire, qui était vraiment un mantra qu'on et qui est là pour le coup l'inverse de ce que tu as en start-up pour le coup. Exactement, et c'est pour ça que je choisis celle-là en fait. Pourquoi? Parce que tout le monde a envie d'être excellent, mais la réalité c'est que quand on est 70, quand on est 1000 comme chez Conto ou dans d'autres boîtes, finalement l'excellence, évidemment qu'on recherche l'excellence, mais cette attention aux détails, c'est pas le premier élément vers lequel on va. On a besoin d'aller vite. Qui est done is better than perfect. Exactement. Chez L'Oréal, non. Exactement. Chez L'Oréal, non. Effectivement, c'est vrai, c'est vraiment le côté faire et défaire pour mieux refaire. Attention aux détails extrêmement fort. Et d'ailleurs, c'est aussi dans le cœur de l'ADN de la boîte, qui n'est pas que autour du marketing, mais quand même, ou même, tu vois, dans la définition de la beauté, et ce qu'on va vraiment travailler au quotidien, dans les équipes marketing, on va retrouver cette attention forte aux détails. Donc, elle est vraie dans le business, ça fait plusieurs fois qu'on en parle là, mais encore une fois, la valeur, la culture, les valeurs, on les retrouve aussi dans le cœur du business de la boîte. Et donc là, cette attention aux détails chez L'Oréal, elle est très forte et elle est très différente, effectivement, comme tu le dis, de ce qu'on va chercher en start-up où, de fait, on a besoin d'aller vite, d'échouer beaucoup plus vite. Alors, on le faisait aussi chez L'Oréal, mais là, on touche à un autre élément. Dans une start-up, on a la notion du feedback qui est très forte, mais on a surtout on tombe, on se relève, puis on échoue, puis on échoue, puis on échoue, puis on y va. On a besoin d'aller vite. On est sur des marchés qui vont extrêmement rapidement, et donc c'est fine. Chez L'Oréal, évidemment que l'échec est présent, mais le stade de maturité fait que par définition, on peut se permettre d'aller chercher cette attention aux détails et d'y mettre l'accent au quotidien. Ouais, et puis bon, l'échec est présent, mais l'échec est plus cuisant. L'échec est beaucoup plus gros quand tu es un L'Oréal que lorsque tu es une start-up. Bien sûr. Plus de consommateurs, plus de budget, plus de pays. Exactement. Donc naturellement, tu ne vas pas avoir les mêmes valeurs aussi. Ouais. Comment est-ce qu'on construit une bonne valeur? Là, on va revenir sur un peu ce qu'on se disait au début, mais pour être plus concret, donc effectivement, je te redisais, il y avait vraiment les éléments endogènes et les éléments exogènes. Pour moi, le meilleur moyen d'aller tacler les valeurs, c'est de revenir sur l'équipe. Encore une fois, je pense qu'il y a un travail vraiment qui se fait en collectif. Tu vois, on se parlait d'esprit d'équipe juste avant. Il y a un travail qui se fait en collectif, qui a été le cas. Effectivement, chez Legal Start, chez Conto, chez Doctolib, ils ont une énorme culture d'entreprise aussi. Il y a un temps où finalement tu te réunis, on l'a fait aussi chez Back Market, tu te réunis avec la boîte et tu brainstorm. Je pense que tu laisses la parole ouverte. Là, c'est le moment vraiment où tu diverges, on s'en parle pas mal au quotidien. Tu laisses la divergence s'exprimer pour se dire, guys, en fait, on bosse ensemble depuis un moment. À votre avis, qu'est-ce qui nous représente? Qu'est-ce qu'on est au quotidien? Et là, c'est vraiment le Ben Horowitz de tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on fonctionne? Qu'est-ce qui nous représente? Et tu as vraiment cette approche bottom-up où tu vas prendre toutes les équipes et tu vas leur dire, exactement. Les gars, c'est quoi nos valeurs? Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été fait chez Back Market. Avant que j'arrive, il y avait vraiment ce travail en collectif qui était, on va interroger toute la boîte et on va leur demander, en fait, ça fait un moment qu'on existe, à votre avis, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui nous définit? Comment est-ce qu'on prend nos décisions? Quelles sont les valeurs qui sont au cœur de notre façon de fonctionner au quotidien? Donc effectivement, c'est une approche bottom-up. Une fois qu'on a eu cette approche, là, je pense qu'on prend les résultats et on se dit, la deuxième partie dont je te parlais tout à l'heure, qu'est-ce que les fondateurs, qu'est-ce que la direction a au cœur de ses tripes et comment elle se reconnaît dans ses valeurs. Et là, c'est ce qui avait été fait avec les fondateurs et le codir chez Back Market. C'est nous, on croit en ces valeurs, on regarde ce qui a été fait par les équipes et on se dit que potentiellement, il manque des choses ou potentiellement, au contraire, on a envie de pousser une valeur d'autant plus forte. Typiquement, pour te donner un exemple très, très concret, chez Back Market, il y avait une valeur autour de l'impact green, je pense qui est assez évident quand tu connais la scale-up, qui n'était pas remontée au niveau des valeurs. C'est-à-dire qu'on avait les valeurs et il y en avait aucune autour de cette partie green et l'impact qu'on avait au quotidien. Les équipes ne l'avaient pas remonté. Ça n'avait pas été remonté ni par les équipes, ni par les fondateurs. Ils avaient défini un premier socle de valeurs sans que cet élément ressorte. Et finalement, quand du coup, les fondateurs ont présenté à la boîte les valeurs qui avaient été déterminées, c'est les équipes qui ont dit finalement c'est dommage parce que ce côté impact qui est extrêmement fort dans notre ADN, dans le business, ressort pas. Or en fait c'est quand même vraiment dans notre ADN et c'est comme ça qu'ils l'ont rajouté. Donc tu vois là c'est intéressant parce que… Alors ils l'ont pas ajouté, ils l'ont pas sorti parce que finalement elle ne vivait pas d'ailleurs. Ouais c'est ça en fait, c'était au quotidien, ça se ressentait pas. En tout cas pas dans les façons de travailler, mais c'était au cœur du business et au cœur
Et au cœur, si, finalement, je pense que c'est au cœur du produit même. En fait. Exactement, le produit c'est au Back cœur Market, c'est le reconditionner, Exactement. c'est de réduire l'empreinte carbone. Exactement. Mais peut-être qu'au quotidien, c'est pas quelque chose qui se ressentait dans l'entreprise. Exactement. Ok. Et du coup, ils ont été l'ajouter en disant, ouais, effectivement, fair enough, mais ce que je trouve génial dans cet exemple, c'est que cet élément, il vient des équipes, en fait. Il vient des équipes, et donc plus que jamais, on est dans cette citation où les valeurs, elles préexistent au fait que tu les mettes sur papier. Et oui, elles évoluent. Alors encore chez Back Market, tu vois, il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, un tout petit peu moins, 1 an, ils ont revu les valeurs. Donc évidemment qu'il y a des fondamentaux qui sont toujours existants dans ces valeurs, mais c'est plus les mêmes sets de valeurs que quand moi je les ai rejoints il y a quelques années. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, à nouveau, les fondamentaux et l'ADN sont là, mais ils ont revu, ils se sont reposé la question. On est plus ce qu'on était il y a quelques années. Donc qu'est-ce qui nous redéfinit aujourd'hui? Donc finalement, c'est marrant parce qu'on se dit que l'humain est au cœur de l'entreprise, mais en fait l'entreprise fonctionne un peu comme un humain, comme une personne. Ouais, qui évolue finalement. Qui évolue au fil de sa vie, quoi. On se dit souvent que en fait, c'est rédiger, c'est le début. Donc là, tu as fait ton atelier avec les équipes, avec la direction, et vous avez réussi à définir des valeurs. Ouais. Okay. Vous les avez écrites, il y a un joli titre, il y a une petite définition derrière, c'est sympa. Comment est-ce qu'on les fait vivre? Comment est-ce que même on les déploie? Parce que maintenant qu'on a réussi à mettre le doigt sur différentes choses, j'imagine que quand tu fais un atelier, alors chez nous on est 70 aujourd'hui, quand on l'a fait on était peut-être une trentaine. Chez un Back Market, ils étaient un petit millier. Chez un L'Oréal, je pense que s'ils font le même entretien, le même atelier, pour le coup, on se parle de dizaines de milliers de personnes. Donc tu as sûrement plein d'idées, tu as amené à converger. Donc en fait, les 5, et d'ailleurs c'est combien de valeurs une culture d'entreprise, tu choisis combien de valeurs? Je pense franchement qu'il ne faut pas dépasser 5-6. Voilà. Après, à un moment donné, les employés juste les retiennent pas. Donc finalement, tu as 5-6 valeurs que tu as ressorties. Il y en avait peut-être sur la liste une quarantaine. Ouais. Donc comment est-ce que tu vas maintenant diffuser ces valeurs pour en faire les valeurs et la culture de l'entreprise? Ouais. Alors, tu as raison. Effectivement, en fonction du stade de la boîte, ça peut être très différent. On commence par la base. Effectivement, quand tu es un peu plus petit, en tout cas start-up et scale-up, effectivement, tu te retrouves avec ces valeurs. Je pense qu'à un moment donné, et d'ailleurs, on se l'a dit tout à l'heure, la culture c'est clivant, donc à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et c'est aussi ce qu'on a fait, c'est ce qui a été fait chez Back Market, c'est ce qui a été fait chez Conto, c'est ce qui est fait chez Payfit aussi, dans énormément de boîtes. Tu vas les choisir. Une fois que tu les as choisis, tu vas déjà les partager. C'est-à-dire les partager, c'est les communiquer. Une fois qu'on les a communiqués, c'est super, mais on n'a rien dit. Là, on est vraiment dans les bullshit values de tout à l'heure. Le next step pour moi, c'est les faire vivre. Et donc, comment les faire vivre? En les insérant dans tous les process au quotidien, dans toute la façon de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je le citais très brièvement tout à l'heure, mais dans la façon d'aller recruter, on en a parlé tout à l'heure, dans la façon d'onboarder les équipes, dans la façon de rémunérer les équipes, on va systématiquement faire en sorte que ces valeurs soient au cœur, et là je vais citer un élément, moi je crois qu'on s'est dit tout à l'heure, mais au cœur de la performance de la boîte. Là, on arrive vraiment sur le cœur de la performance de la boîte. Si tu te dis que tes valeurs, c'est la façon dont tu travailles, la façon dont tu décides et ce qui va te permettre d'aller au next step en termes de business, parce qu'à un moment donné, on est une boîte et on cherche tous à performer, il faut absolument que dans tous les éléments, dans toute la journée, toute l'aventure d'un collaborateur dans ta boîte, on retrouve ces valeurs en fil conducteur absolu. Et là, je vais même revenir sur la stratégie, la vision, la mission de la boîte et les valeurs. Là, on est sur un triptyque qui, selon moi, est absolument clé pour performer de manière générale et particulièrement quand tu es sur un stade startup scale-up. D'ailleurs, vision, mission, valeur. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, tu as Peter Drucker qui, lui, pour le coup, est vraiment un expert en management, qui, lui, te dit, c'est hyper connu, mais culture eats strategy for breakfast. Et là, ce que tu as dit, c'est que, OK, la stratégie, c'est génial, et sans stratégie, certes, effectivement, tu as du mal à diriger ta boîte, mais la réalité, c'est que ce qui est d'autant plus fort que la stratégie, c'est la culture. L'impact de la culture au quotidien. Parce que la culture, c'est quotidien en fait. Exactement. C'est chaque micro-décision est drivée par cette culture. Exactement. Exactement. Et c'est là où on retouche à ce que je te disais tout à l'heure, un peu dans le fonctionnement de la famille. C'est exactement, tu l'as parfaitement défini, c'est chaque micro-décision, chaque façon de fonctionner, chaque façon d'évaluer. Tu vois, effectivement, quand tu parles de la performance, on est dans une boîte, donc on fixe des objectifs aux collaborateurs, on recrute des équipes, on recrute des candidats qui ont envie de venir évoluer avec nous, qui ont envie de passer j'espère la plus longue aventure possible avec nous, d'aller craquer les futurs milestones. Et là, on leur fixe des objectifs, on se met d'accord sur un plan. Et en fait, à un moment donné, moi, je crois que ce qui est très fort, c'est de se dire, OK, on a des objectifs sur des objectifs business en fonction de ton métier, mais comment est-ce que toi, en tant que collaborateur, t'incarnes les valeurs de la boîte? Comment est-ce que tu les incarnes au quotidien? T'imagines bien, on pourrait se prendre un exemple en sales, c'est vrai dans énormément de boîtes qui sont très orientées sales, tu peux faire une énorme perf business, mais si en fait tu n'es pas capable d'aller incarner ce qui est la boîte au quotidien, on sait que tu ne vas pas la faire avancer. Parce que c'est inhérent à la boîte, c'est vrai en interne, et là, moi je trouve que c'est très très fort, c'est que c'est vrai en externe. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont tu travailles va aussi avoir un impact très très fort sur le business de ta boîte. On parle de recrutement, on parle de performance. Ouais. Comment est-ce que
tu recrutes sur la base des valeurs. Comment est-ce que tu évalues qu'une personne, effectivement, a le fameux culture fit, autrement que par un feeling? Et derrière, comment est-ce que dans la vie du collaborateur, tu t'assures que cette personne reste un élément représentatif de cette culture? C'est une grande question. Sur la première partie du recrutement, effectivement, il faut absolument sortir du feeling. Donc là, le recrutement, c'est définitivement pas une science exacte, ça je pense qu'on le sait tous. L'idée, c'est d'aller chercher dans un entretien un maximum de faisceaux d'indices qui te permettent de te dire ça va matcher. Moi, je suis toujours un petit peu mitigée sur ces sujets du culture fit parce que ça donne un peu l'impression qu'on va aller chercher des clones et qu'on va se dire c'est génial, on recrute tous les mêmes, on va tous travailler ensemble et ça va bien fonctionner. Certainement pas. Comment est-ce qu'on le fait? Ça, c'est aussi un travail qu'on a fait chez Back Market. D'ailleurs, ça a été un de mes premiers chantiers en arrivant chez Back Market. C'est que veulent dire ces valeurs? Quelles questions on met derrière, à nouveau, pour aller se dire à quel point le candidat match avec notre façon de fonctionner, ou dit autrement, encore une fois, à quel point il va s'épanouir en nous rejoignant. C'est aussi ce qu'on a fait chez Tudigo et c'est ce que font énormément de licornes et de scale-up. Donc, le premier élément, c'est les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, comment elles se retranscrivent d'un point de vue valeur, d'un point de vue question au quotidien. Donc, prenons un exemple très concret. Nous, aujourd'hui, on pourrait prendre plein de valeurs. On se parlait tout à l'heure du ROI, peu importe. Parlons de Minimum Resources, Maximum Impact, qui était vraiment une valeur très forte chez Back Market en l'occurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles questions on va aller chercher au quotidien pour s'assurer que la personne elle fonctionne comme ça? Ça, c'est une question qu'on peut utiliser en entretien typiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, aller demander au candidat, mais en fait, je ne sais pas, quelle est la dernière fois que tu as mis en place une action qui a eu un impact très fort sur la boîte, mais qui finalement a été une toute petite action. Parce qu'on va aller se poser la question on va pas chercher chez le candidat le fait qu'il ait fait quelque chose d'absolument exceptionnel, outstanding, on va juste essayer de voir si il a cette volonté, même cette envie un peu perso de se dire moi je suis capable de mettre en place des mini-choses mais qui ont un impact très fort. Et donc on va aller l'interroger et puis on va demander pourquoi, on va creuser avec la technique un peu du why ou l'approche SMART qu'on connaît en recrutement et on va aller creuser si sa façon de fonctionner, son mindset et son envie vont dans le centre de cette valeur. Et à nouveau, tout l'entretien, on le fait régulièrement, mais on va aller chercher chacune de ces valeurs, plein de faisceaux d'indices et se dire in fine, franchement, on pense qu'il va vraiment s'épanouir et on le projette vraiment bien chez nous. Est-ce que du coup, tu évalues les employés, ensuite vraiment quand ils ont des évaluations trimestrielles, semestrielles, annuelles, enfin même peut-être mensuelles, sur leur représentativité ou l'inverse, leur non-représentativité des valeurs? C'est la deuxième partie de ta question. Oui, clairement. En fait, ce qu'on va aller chercher dans l'entretien, le recrutement, on ne le fait pas juste parce que ça nous fait plaisir. On se dit, OK, est-ce qu'on a tous les faisceaux d'indices pour intégrer cette personne chez nous et que ce soit un win-win? Une fois qu'elle arrive chez nous, je repasse par un petit élément derrière. D'abord, c'est qu'en fait, ces valeurs, cette culture, elles doivent être absolument incarnées par les fondateurs, le codir de la boîte. Donc, on devient tous des ambassadeurs de la boîte. Donc, les premiers représentants de cette culture, c'est nous au quotidien. Donc, à chaque fois qu'on va aller intégrer une personne de l'extérieur, on va finalement, effectivement, aller évaluer qu'elle, au quotidien, elle soit alignée avec ses valeurs, avec cette culture. Donc oui, si j'en reviens au sujet de la performance, très concrètement, quand tu arrives au moment de l'évaluation, alors ça peut être c'est trimestriel chez Back Market, c'est semestriel chez nous, c'était annuel chez L'Oréal. Oui, on va aller toucher à ces valeurs et se dire, tiens, toi, sur le trimestre dernier, sur le mois dernier, comment est-ce que tu as incarné ces valeurs? Très concrètement, quels sont les exemples dans ton job au quotidien qui ont permis de montrer que tu t'étais dépassé. Et c'est là où on touche au concret, parce que sinon la valeur, elle reste bullshit. Quand on se parle de dépassement de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, je sors de ma zone de confort, je suis dans l'amélioration continue, c'est très intéressant. Mais concrètement, sur le mois dernier, quelle action a montré que tu t'es dépassé? En entretien, quelle est la dernière chose que tu as apprise où tu as appris tout from scratch, tu connaissais rien. Et là, on va aller toucher vraiment à des éléments concrets qui vont permettre de dire ok, il a vraiment incarné la valeur, c'est important pour nous, on va dans la bonne direction. Alors finalement, quand tu es en entretien, tu vas potentiellement ne pas prendre quelqu'un parce qu'il n'y a pas un bon culture fit. Est-ce que dans le cadre d'un collaborateur qui fait partie de la boîte, qui a des bonnes performances, il fait son taf, il est aux objectifs, les KPIs business ou le taf qu'il avait à faire, mais c'est pas un bon représentant, voire même c'est l'inverse d'une, voire de plusieurs valeurs. Est-ce que c'est finalement un motif pour s'en séparer? Je serais intéressée de t'avoir ton avis aussi sur la question après. Je suis convaincue que oui. Tout est une question d'équilibre, encore une fois, on est toujours sur une recherche, évidemment que les résultats business sont importants et qu'on a les valeurs. Encore une fois, les valeurs, c'est l'ADN de la boîte. Donc, si on se dit que les valeurs, avec vraiment ce triptyque dont on parlait, de mission, de vision, de mission, de valeurs, il est clé dans ta boîte, ce qui est absolument nocif, c'est justement d'avoir à un moment donné un phénomène de contre-culture dans ta boîte qui peut potentiellement s'installer avec des personnes qui sont plus du tout alignées avec la façon de fonctionner
et qui finalement vont commencer à, tu vois, potentiellement créer encore une fois quelque chose d'un peu dangereux puisque finalement elles sont plus du tout alignées avec la façon dont tu as envie de fonctionner et ça marche pas. Donc oui, moi je suis convaincue que tu peux avoir les meilleurs résultats si t'es pas du tout aligné avec la façon de fonctionner et que tes valeurs sont complètement déconnectées. Très vite ça va pas bien fonctionner. Ouais. Parce que finalement, qu'est-ce qui tue une culture d'entreprise? Bah justement. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est précisément ça, c'est de ne pas être capable de se dire qu'aujourd'hui on est en train de dévier à nouveau, on n'est pas sur un schéma de clos, on est sur des valeurs fondamentales de la façon de fonctionner. Donc si on dévie de cette trajectoire complètement, enfin tu vois, je te citais un élément tout à l'heure sur le fait que la culture elle évoluait. Et en fait c'est hyper important parce que des personnes qui étaient avec toi à un stade de ta boîte, et d'ailleurs je pense que ça c'est un élément clé sur la culture, tu as des personnes, et notamment quand tu passes du stade de start-up à scale-up, tu as des collaborateurs qui étaient avec toi quand tu avais 20 personnes, qui s'épanouissaient énormément, qui étaient hyper alignés avec les valeurs. Et finalement, quand tu es 70, 100, 200, se retrouvent plus du tout dans ta boîte. Pourquoi? Alors parce que le business a changé. Oui, certes, mais aussi parce qu'encore une fois, comme on se le disait tout à l'heure, la culture, elle a évolué. Et en fait, la culture qui était présente hier et dans laquelle ils se reconnaissaient, elle n'est plus la même. Et donc là, à ce moment-là, c'est comme les candidats. C'est fine. Pour moi, ça peut être des étapes différentes de la boîte. Certains collaborateurs vont avoir envie d'évoluer avec cette culture, d'évoluer avec le business de ta boîte, et d'autres ne vont plus se retrouver dans ce qui est devenu finalement la nouvelle culture ou les nouvelles valeurs de ta boîte. C'est cette fameuse phrase « je me sens plus aligné ». Exactement. Ouais. Je me sens plus aligné, c'est peut-être la fin d'une aventure. Et donc je pense, enfin là c'est à toi que je vais poser la question, mais tu as beaucoup d'entrepreneurs qui disent c'est difficile de se séparer de personnes qui ont été là dans les premières phases de développement de ta boîte, qui ont été très structurants pour le business. Et finalement à un moment donné tu sens quand même que le désalignement il arrive. Alors évidemment il y a le business, il y a beaucoup de choses, mais je crois qu'au cœur de ça, il y a aussi les valeurs qui évoluent malgré l'ADN commune. Et qu'il faut que je me sens plus aligné avec ce stade de développement de la boîte. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah bah non, je l'ai vécu. Enfin, c'est vrai que quand tu passes, et on n'est pas encore au stade où on est plusieurs centaines, plusieurs milliers, mais j'ai déjà vu effectivement quand tu passes de 10 à 20, puis de 20 à 50 et 50 à 100, tu changes de boîte en fait. La boîte, elle n'a plus rien à voir. Ouais. Quand tu as les croissances des startups, des scale-up, on est sur des boîtes qui font plus 50 à plus 100% de croissance annuelle. C'est plus la même boîte déjà du point de vue business. C'est plus la même boîte du point de vue des compétences qu'il faut déployer. Ouais. Et en effet, naturellement aussi, les valeurs nécessaires pour réussir peuvent changer. Surtout, mais je pense aussi surtout quand tu n'as pas fait le travail au départ de savoir quelle était vraiment ta culture et tes valeurs. Et nous, finalement, on l'a fait assez tard. Ouais. On a un peu comme, ça me fait penser, parce qu'aujourd'hui j'ai 38 ans, les mecs, on est un peu lent à évoluer, mais je ne vais pas généraliser, mais je pense, autour de moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Mais on a, jusqu'à assez tard, on se pose pas forcément des questions sur qui on est. Sur qui on est, ce qu'on veut pas. Voilà, qui on n'est pas, ce qu'on veut pas, avec qui on veut être, avec qui on veut pas être. Et en faisant ça, en fait, on se retrouve dans des situations finalement qui conduisent à l'équivalent de burn-out. Burn-out personnel, burn-out professionnel. Parce qu'en effet, t'es pas aligné avec qui tu es. Mais souvent, c'est lié au fait que tu sais même pas qui tu es. Et c'est ça qui, je pense, qui s'est passé, nous, dans les différentes étapes aussi de vie de la boîte, c'est qu'on n'avait pas fait ce travail-là, et donc on ne savait pas qui on était. On avait une idée de qui on voulait être, en termes de vision et de résultats, mais pas de qui on était intrinsèquement. Et ça, je pense que c'est un travail qu'il faut faire, et une fois que tu l'as fait, déjà, tu commences à voir effectivement qui est aligné, qui n'est pas aligné. Et après, en effet, nous, ça a été une des phases, on a fait ce premier travail-là. Les valeurs sont ressorties. Je pense que fondamentalement, les valeurs d'aujourd'hui ne sont pas différentes des valeurs d'hier. On a rajouté en effet la frugalité, la transparence qui justement, avec les faits, en fait, nous sont apparus comme des valeurs essentielles pour cette phase de la boîte. Et parce qu'en fait, elles étaient alignées avec nous, mais on ne les avait pas identifiées. Et clairement, c'est des valeurs hyper clivantes. Donc en fait, les équipes ne les avaient pas non plus ressorties de manière unanime. Mais on n'avait pas fait vivre ces valeurs. Et donc, on s'était retrouvé avec une entreprise sur laquelle une partie des gens étaient alignés avec ces valeurs-là, une partie l'était pas, et ce qui était hyper intéressant, malheureusement en vérité, c'est que les gens non alignés ont finalement amené des gens qui étaient alignés à ne plus l'être. Moi, je fais souvent l'analogie avec un verre d'eau dans lequel tu mets une petite goutte d'eau noire, de charbon. En fait, tout ton verre il devient noir, et il faut énormément d'eau claire pour que ton verre redevienne clair. Bon, on pourrait le prendre, c'est valable dans les équipes de sport, il y a pas mal d'équipes de sport où en fait tu as un super joueur, et tu t'aperçois que le coach, l'entraîneur, en fait, décide d'écarter ce joueur-là, de le mettre sur le banc, voire de s'en séparer, alors que c'est le meilleur buteur, etc. Enfin, tu l'as vu sur plein, il y a eu plein d'histoires comme ça. Et c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ce joueur ou ces joueurs-là vont contre les valeurs et la culture de l'équipe. Et en faisant ça, ils tuent la performance de l'équipe. Alors que pourtant, c'est des super joueurs individuellement. Et tu t'aperçois que quand ils partent,
l'équipe en fait fonctionne vachement mieux. Elle a des meilleures perfs. Et nous, c'est ce qu'on a vécu aussi. Voilà. Et je pense que bon, c'est ce que dit Amazon, et je pense qu'ils poussent ça assez loin parce que eux, pour le coup, ils ont vraiment cette culture où ils éliminent tous, ils continuent à éliminer par le bas et ils montent. C'est un peu la culture que tu as au BCG ou dans des boîtes de conseil, type McKinsey, BCG, c'est up or out, le fameux. Et donc là, ils tapent sur la performance, mais finalement, moi, on en parlait avec d'autres CEO, si tu es une boîte qui fait 50-100% de croissance annuelle, tu as moins de 10% de turnover, c'est presque anormal. Ça veut dire que globalement, ton équipe n'évolue pas avec la boîte et donc tu gardes peut-être des gens qui sont ni alignés avec ce qu'est la boîte aujourd'hui, que ce soit en termes de compétences ou en termes de culture et de valeurs. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit inévitable et d'ailleurs faire ce travail sur les valeurs, les évaluer continuellement, je pense maximise les chances d'avoir des gens qui vont rester longtemps, mais pas rester longtemps pour rester longtemps, parce que le turnover, ça doit pas être une métrique absolue, je pense, mais qui vont rester longtemps alignés avec les valeurs, avec la boîte et évoluer avec l'entreprise. Ouais, bien sûr. Non, c'est certain. Et en plus, que tu touches du doigt une notion clé qui est là, pour le coup, si on se dit culture, performance, le troisième qu'on n'a pas évoqué, qui est absolument clé, c'est la confiance. Pour moi, pour avoir une culture au service de la performance, on doit mettre au cœur de cette culture la confiance. En fait, c'est ce que tu viens de toucher là en disant finalement, si on n'a pas ce socle de confiance à des personnes qui ont envie d'évoluer et de faire au moins un bout de chemin avec nous, on est sûr de pas y arriver. Et là, dans les environnements dans lesquels on est nous, encore une fois, start-up, scale-up, licorne, on est dans des environnements qui sont risqués, on est dans des environnements où, encore une fois, on tombe beaucoup. Donc, la confiance, c'est un socle qui fait qu'on a envie d'avancer ensemble. C'est un peu le contrat, tu vois. Et on a certes un contrat administratif et légal, mais on a un contrat qu'on passe entre nous aussi, dans des environnements dans lesquels on s'investit beaucoup. Et cette confiance, elle vient toucher à la culture du feedback, qui est absolument clé dans tous nos environnements. Donc, ouais, si on n'a pas cette confiance, si on n'a pas cette culture de feedback, très honnêtement, je suis très pessimiste sur la capacité à monter des équipes qui tiennent dans le temps et à aller toucher cette performance. Donc, est-ce que ça voudrait dire que finalement, pour les startups et les scale-up, par exemple, il y a une ou deux valeurs que tu dois retrouver dans l'ensemble de celles qui veulent réussir? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. En tout cas, pour moi, il ne faut pas viser d'aller copier les valeurs, parce qu'encore une fois, c'est des choses qui sont propres. Mais par contre, à l'inverse, je pense qu'il ne faut pas se sentir mal d'aller s'inspirer de ce qui se fait chez les copains, parce que la réalité, c'est qu'on a quand même des environnements qui sont extrêmement similaires. Donc là, typiquement, j'en citais une, cette culture du feedback. Donc transparence finalement. Ouais, exactement. La transparence. Nous, effectivement, alors on peut mettre beaucoup de choses derrière la transparence, c'est clivant comme valeur. Il y a certaines boîtes qui sont prêtes à se dire, on partage tout. Il y a des boîtes qui marchent très bien et où la culture, c'est l'opacité. Exactement. SpaceX. Exactement. Toutes les boîtes d'Elon Musk, c'est la culture de l'opacité. Exactement. Et c'est pour ça que c'est clivant. On revient sur ce qu'on se disait tout à l'heure. À l'inverse, le feedback, c'est très ancré dans la culture people, RH de manière générale. Ça, pour le coup, pour moi, c'est typiquement une valeur, on l'exprime comme on veut, c'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas qui doit... C'est le feedback, c'est l'amélioration continue, tu vois. Si on n'a pas ça au cœur de notre façon de fonctionner dans les startups et les scale-up, sérieusement, j'arrive pas à comprendre comment on arrive à fonctionner parce que c'est dans l'ADN de l'entrepreneuriat. On est d'accord, on tombe 10 fois, on se relève à chaque fois, on réessaye. Et là, je retouche à la confiance dont je parlais tout à l'heure. Il faut absolument être capable de se faire des feedbacks, de se dire, en fait, là, on a échoué. Et pourquoi? Donc, c'est la culture du Rex, c'est la culture de on se dit ce qui marche et ce qui marche pas. Et encore une fois, c'est une culture d'un rythme qui est très soutenu dans les startups et les scale-up. Donc, si je devais en soutenir une, je dirais que c'est probablement celle-là. Trop bien. Merci beaucoup, Wendy. Merci, Alex, avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur la culture, les valeurs, et puis comment est-ce que on utilise l'humain pour driver de la performance. Si cet épisode vous a plu, droppez un petit like, un commentaire, posez vos questions, et puis abonnez-vous, parce que dans 2 semaines, on se retrouve pour un nouvel épisode.